Merci d'avoir répondu favorablement à notre proposition, qui est un petit peu, comment dire, c'est un thème qui, j'espère, ne sera pas trop d'actualité, mais au vu des questions que vous nous avez envoyées, j'ai peur que ce le soit un petit peu. Dans un premier temps, je vais inviter chacun à couper d'une part sa caméra et d'autre part son micro, de façon à conserver de la bande passante et à ce qu'on ait un maximum de réseau pour une question de fluidité de la visioconférence. Donc, merci à chacun de couper sa caméra et son micro. En général, ça se passe en bas à gauche de votre écran. Voilà, dans un premier temps. Merci donc à tous. Merci aussi à Dominique Isnel qui vient à nouveau nous aider et nous apporter son œil d'expert sur les questions juridiques, très en lien cette fois avec le droit du travail. Aujourd'hui, le thème de l'intervention qui est adressé aux associations employeurs sont les bons réflexes en cas de diminution d'activité. Avec quelques sous-thèmes, à savoir les responsabilités des dirigeants et des salariés pour l'application des mesures sanitaires, des gestes barrières lors de la reprise de vos activités diverses et variées. Et un point qui est très très important, c'est l'attitude que vous allez devoir, peut-être, je ne le souhaite pas, mais peut-être devoir adopter en cas de diminution forte de l'activité qui puisse amener soit une diminution du volume horaire de vos salariés, peut-être pire. Et éventuellement, dans vraiment le pire des cas, pour être tout à fait honnête, j'en ai pas encore entendu, il y a pas mal de cas qui me reviennent aux oreilles, mais pas celui-là, éventuellement, si on doit se diriger vers une dissolution de l'association. Alors, lors de votre inscription, on vous a proposé de nous faire part de vos questions en amont. Donc, je les ai transmises à Dominique et on va pouvoir probablement revenir dessus après l'intervention de Dominique, mais je pense que de toute façon, une fois que l'intervention sera passée, en général, les interventions, ça désamorce un bon 80-90% des questions, le reste étant souvent des cas très très particuliers qu'il est difficile de traiter en réunion de la sorte. Cependant, juste un petit point quant aux questions que vous nous avez envoyées. Alors, certaines questions sont exactement dans le thème, hein. Par contre, alors, l'exemple d'une question qui est vraiment dans le thème, avons-nous le droit de diminuer les heures en cas de difficulté? Avons-nous le droit de diminuer le taux horaire en cas de difficulté? Alors ça, c'est une question à laquelle on va pouvoir répondre. Il y a d'autres questions, en revanche, qui tiennent plus de l'inquiétude et qui ne sont pas tout à fait liées au thème et au sujet de ce soir. On entend les inquiétudes, bien évidemment, c'est-à-dire on ne va pas pouvoir rentrer dans ces considérations-là, c'est-à-dire des questions du genre on n'a pas assez d'adhérents, comment faire pour relancer et pour que les gens reviennent? Ça ne va pas être le sujet de la soirée. Un thème aussi, en tout cas des questions qui reviennent sur des problématiques de trésorerie, à savoir, voilà, on n'a plus, plus les moyens, voire même on n'aura peut-être pas les moyens de payer des indemnités de licenciement. Quelles aides on peut avoir? Voilà. Beaucoup de questions qui tournent autour des aides, à savoir, effectivement, vous avez subi un événement, on a tous subi un événement qui nous a mis à mal dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle, dans vos activités associatives qui étaient et qui sont gérées en bon père de famille, j'ai envie de dire, et à partir d'un budget qui est équilibré en début d'année. Et là, il se trouve que votre budget a pris du plomb dans l'aile. Et il y a beaucoup d'inquiétudes de ce côté-là, c'est à savoir, maintenant, on n'a plus les ressources qu'on avait avant, quelles aides on peut avoir. Donc ça, mis à part peut-être un petit focus qu'on va pouvoir faire sur une éventualité que vous pourriez saisir auprès de l'URSSAF pour récupérer des cotisations sur une certaine période, au-delà de ça, ce n'est pas le thème de la soirée. Voilà. Une petite précision que je souhaitais apporter tout de même. Je remercie l'ensemble des partenaires du CRIB, comme d'habitude, la direction de la cohésion sociale, et il me semble qu'on a le plaisir d'avoir Xavier Marchand, directeur adjoint de la cohésion sociale, avec nous ce soir. Merci Xavier d'être parmi nous. Le conseil départemental qui s'excuse de ne pas pouvoir être là. La ville de Saint-Brieuc qui, à ma connaissance, doit être là aussi au travers de Anne Marchand.
Bonsoir Anne. Et évidemment la Ligue de l'enseignement qui porte le CRIB et Swazi qui est présente à mes côtés. Donc je peux donc arrêter de dire des bêtises parce que ma chef est là. Et je vais passer la parole donc à Dominique qui va dans un premier temps dérouler un support pour vous apporter des éléments et on continuera ensuite, on prendra les questions de la même façon que la dernière fois pour ceux qui étaient là. Alors vous pourrez, à l'aide du petit bouton converser qui se situe à peu près au milieu de votre écran, vous pourrez poser vos questions par écrit et j'essaierai de me faire votre voix et les poser à haute voix pour qu'on puisse y répondre. Je reprécise que les questions, effectivement, doivent rester dans le thème tout de même de la diminution d'activité et dans le thème de la soirée. Voilà, merci beaucoup. Je vous souhaite un bon moment et je passe la parole à Dominique. Merci beaucoup. Merci Étienne. Et donc, bonjour à toutes, et plutôt bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Excusez-moi, Dominique, Pardon? j'ai oublié de préciser qu'on pouvait lancer l'enregistrement. J'avais lancé C'est l'enregistrement. parfait, merci beaucoup. Donc, comme le disait Étienne, je vais vous mettre à l'écran, je vais partager un document qui va définir ce thème qui a été décidé ce soir, c'est-à-dire les bons réflexes en cas de diminution de l'activité. Donc, je propose de prendre le temps de vous présenter ce document. Ça va vous permettre peut-être de noter des questions auxquelles vous n'avez pas pensé au fur et à mesure de la présentation de ce document. Et à l'issue de cette présentation, eh bien, comme l'a dit Étienne, vous poserez vos questions sur le chat et je tenterai d'y répondre. Voilà, donc je partage mon document. Alors, j'ai plein de choses là qu'il faut que je dégage et que je veux mettre en diaporama. Voilà. Étienne, on voit le document? Oui, on voit très bien le document, merci. Très bien. Bon. Alors, les bons réflexes en cas de diminution de l'activité. Vous avez sans doute vu que j'ai appelé ça des points d'ancrage. Attendez, il faut que je gère en plus les personnes qui arrivent. Je suis désolé. Il faut que j'attrape. Il y a des personnes dans la salle d'attente. Alors, où sont les personnes en salle d'attente? Voilà, je suis en train en même temps d'admettre d'autres personnes. Voilà, donc trois points d'ancrage. Quel est le rôle de l'employeur des salariés pour l'application des mesures sanitaires? Donc, je vais vous rappeler quelques principes. Deuxième thème de réflexion, que faire si le volume d'heures des salariés doit diminuer, voire même si mon activité doit s'arrêter? Et troisième thème, comment gérer la situation si il faut même envisager l'arrêt de l'association? Alors, je suis en train de me demander comment je passe d'une diapo. Ah, si, voilà. Alors, sur le premier thème du rôle des employeurs et des salariés, bon, je vous rappelle, mais vous l'avez vu, qu'il y a des mesures sanitaires qui ont été prises par le gouvernement et ces mesures sanitaires, elles s'imposent à tous. Ça s'impose à l'employeur, ça s'impose aux salariés, ça s'impose aussi au public. Et j'ai tendance à dire, quand je dis les mesures prises par le gouvernement, je vous rappelle aussi que les préfets prennent aussi des mesures. Je vous rappelle qu'au niveau des villes aussi, il y a des déclinaisons, des arrêtés, et puis qu'enfin, chaque structure peut aussi définir son processus et son protocole sanitaire. Donc, on doit tous respecter l'ensemble de ces mesures, et elles peuvent être nombreuses, et surtout
très locales, donc différentes d'une ville à l'autre, et ne pas les respecter peut engager la responsabilité de son auteur. Donc, le rôle en interne dans une association, ça va être premièrement de respecter, voire même de déterminer les mesures sanitaires. Et puis deuxièmement, ça va être de détecter et d'agir en cas de suspicion de cas de Covid. Donc on va regarder un petit peu ces deux situations-là. Tout d'abord, ça veut dire quoi respecter et déterminer les règles sanitaires? Bon, ça veut dire qu'il faut qu'on connaisse les protocoles. Alors, vous avez vu qu'il y a un protocole général qui a été mis par le gouvernement au 31 août. Si vous allez sur Internet, vous allez voir qu'il a été remis à jour au 14 septembre. Mais vous avez aussi donc des protocoles qui sont au niveau des départements, donc des préfectures. Et puis, vous avez, je vous l'ai dit, des villes qui émettent des arrêtés. Et puis, enfin, je pense que c'est important, puisque vous pouvez intervenir dans des locaux qui ne sont pas les vôtres, eh bien, les propriétaires de ces locaux mettent aussi en place des protocoles qu'il faut respecter. Ça peut être, par exemple, des jauges, ce qu'on appelle des jauges, c'est-à-dire le nombre de personnes admissibles dans tel local ou dans telle salle. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail du respect des protocoles, hein, les mesures barrières, les masques, etc. Mais voilà, on est tenu au respect de ces protocoles. Deuxièmement, l'employeur aussi il a un rôle, c'est d'évaluer la possibilité de faire du télétravail. Alors, avant l'été, le télétravail était devenu la norme, en tout cas pour ce qui était possible. Aujourd'hui, ce n'est plus la norme. Mais pour autant, ça reste une pratique qui est recommandée, puisqu'évidemment, mettre en place le télétravail, ça permet d'isoler des salariés, en tout cas, d'éviter qu'ils soient en trop grande proximité avec d'autres personnes. Donc, on limite le déplacement. Donc, comme je l'écris, ça participe à une démarche de prévention du risque d'infection. Et ça permet aussi, notamment dans les villes, d'éviter l'affluence dans les transports en commun. Et puis, respecter et déterminer les règles, ben, ça veut dire aussi que vous devez peut-être, vous, en tant qu'association, être amené à édicter vos propres mesures de protection. Parce que quand vous intervenez quelque part, eh ben, c'est peut-être à vous de déterminer les règles internes à votre structure ou au lieu où vous intervenez. Donc, pensez-y, vous avez l'obligation de faire aussi votre propre protocole vis-à-vis du public que vous accueillez. Donc, voilà ce que je peux dire sur le thème respecter et déterminer les règles sanitaires. Sur le deuxième élément qui fait partie du rôle de l'employeur et donc de sa responsabilité, eh bien, c'est de tracer, détecter et agir. Alors, tracer, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire pouvoir rendre compte, le cas échéant, à l'ARS, si jamais il y avait une situation de cas Covid identifié, pouvoir dire qui a rencontré telle personne. Donc, le traçage va permettre de remonter, et notamment dans les clusters, de pouvoir identifier rapidement quels sont ce qu'on va appeler les cas contacts. Donc, le traçage de tous les entrants. Ça peut être compliqué, mais ça fait partie d'une des obligations. Deuxièmement, je dois sensibiliser, alors je mets les salariés parce qu'on parle d'associations employeurs, mais je dois en fait sensibiliser toute personne, même les adhérents qui participent à une activité. Je dois donc sensibiliser les personnes sur leur santé. Sensibiliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne venez pas si vous ne vous sentez pas bien. Prenez votre température. Et pourquoi? Afin qu'ils ne viennent pas infecter les autres. Et à partir de là, peut-être faut-il qu'ils s'isolent pour aller eux-mêmes faire un test de dépistage. Et donc, l'employeur a cette obligation d'informer, de sensibiliser les salariés. Et puis enfin, s'il y a un cas de suspicion d'infection, eh bien là encore, si vous prenez le protocole national du 31 août, eh bien vous verrez qu'il y a une procédure très stricte d'isoler la personne et de lui demander de faire un test de dépistage.
vous ne pouvez pas le lui imposer strictement, ça relève de sa vie privée en quelque sorte, mais vous avez l'obligation de l'isoler. Voilà ce qu'il y a derrière les termes tracer, détecter, agir. Alors, agir en cas de suspicion, eh bien, on vient dire que toute personne qui présente des symptômes, alors présenter des symptômes, vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de gens qui ont des symptômes qui sont non Covid. J'ai le nez qui coule, j'ai mal à la gorge, j'ai un peu la tête qui tourne, mais malgré tout, ce sont des symptômes qui doivent attirer l'attention des personnes et qui doivent, en principe, amener la personne à ne pas se rendre sur son lieu de travail, le cas échéant, aller consulter son médecin et en tout état de cause, se dépister. Et ça vaut à la fois pour la personne qui a des symptômes, mais on verra tout à l'heure aussi pour ce qu'on appelle les cas contacts. Et je vais définir que sont les cas contacts. Je vois qu'il y a des personnes qui ont des micros. Soyez attentifs à couper votre micro. Agir en cas de suspicion aussi, c'est aussi pour les salariés qui auraient… je suis désolé, mais j'entends, il y a une personne qui parle et qui n'a pas coupé son micro. Les salariés qui sont symptomatiques sur leur lieu de travail doivent aussi quitter leur lieu de travail et les consulter, alors soit son médecin, soit en tout cas s'isoler et, comment dirais-je, se tester. Alors, j'ai parlé de cas contact et vous avez entendu très souvent cette information. Tout le monde n'est pas un cas contact et l'ARS va être amené parfois à dire si on est face à un cas contact ou pas. Le cas contact, c'est quoi? En fait, c'est une personne qui a été à un moment sans mesure de protection efficace, c'est-à-dire qui n'a pas eu de masque, ou qui a eu un masque qui n'est pas normé, ou qui n'a pas pu avoir une séparation physique telle qu'une vitre pour le protéger. Et il devient cas contact, donc premièrement parce qu'il a une absence de protection, et deuxièmement parce qu'effectivement, il est mis en relation, par exemple avec une personne dans le cadre d'un même lieu de vie, ça peut être effectivement chez soi, mais ça peut être aussi un cas où on est en face à face à moins d'un mètre, et là, nous dit l'ARS, quelle que soit la durée, exemple, je converse, je mange avec quelqu'un. Donc, si j'ai mangé avec quelqu'un moins d'un mètre et que nous n'avions pas de masque, si la personne est comment dirais-je, infectée, je suis nécessairement un cas contact. Hein. Et puis, on a des situations un peu particulières, les gens qui ont prodigué des actes d'hygiène, on pense notamment aux associations qui travaillent à domicile, des gens aussi qui ont partagé un espace confiné, et là, le cas échéant, tout en étant à plus d'un mètre, mais qui sont restés au moins pendant 15 minutes. Hein. Donc, en fait, ce qu'on vient dire, c'est que croiser quelqu'un uniquement n'est pas un cas contact. Il faut pouvoir rester un certain temps, on nous dit 15 minutes, mais croiser quelqu'un tout simplement n'est pas un cas contact. Et puis enfin, on a la particularité des élèves et des enseignants. Et là, le système évolue un petit peu puisqu'on nous dit qu'en primaire, on ne serait pas en situation de cas contact en ce qui concerne les enfants. Donc, est cas contact une personne qui n'a pas de protection et qui est mise en relation de proximité avec une autre. Alors, quelles seront les responsabilités? Je pense qu'un assureur serait plus pertinent que moi pour répondre à cette question, mais un employeur ne peut pas garantir qu'il n'y aura pas, que le salarié ne sera pas exposé. La seule façon de ne pas être exposé, c'est de ne pas sortir de chez soi. Donc, on ne peut pas obliger un employeur à garantir que les salariés ou les personnes qui participent, les adhérents qui participent à des activités,
ne seront pas infectés. Mais il doit tout faire pour éviter une éventuelle contamination. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure quelles étaient les mesures à prendre. Est-ce qu'il y aurait mise en cause de la responsabilité pénale de l'employeur ou du président de l'association? Oui, si visiblement il n'y a eu aucune mesure de protection, c'est-à-dire aucun respect des protocoles sanitaires. Oui, il pourrait y avoir, si on trouvait un cluster parce qu'on a fait du n'importe quoi, parce qu'on s'est réunis à 50 sans aucune protection, oui, effectivement, on pourrait imaginer la mise en cause de la responsabilité pénale de l'organisateur et donc de l'association. Pour le reste, si un cas se révélait, il n'y aura pas de mise en cause. D'abord parce que c'est compliqué de savoir où le cas s'est révélé. La seule manière d'identifier que ça serait la faute d'une association, c'est quand on a ce qu'on appelle un cluster. C'est-à-dire qu'on identifie que tous les cas ont été des cas qui ont été mis en relation au travers de l'association. Donc, ne nous inquiétons pas sur le plan de la responsabilité, soyons plutôt sur le plan de l'intelligence. Faisons en sorte de mettre en place les bonnes mesures pour que les gens évitent de se contaminer. S'il y a un cas de contamination, ben, ma foi, la personne ira se tester et on peut imaginer et on peut espérer que ça ne sera pas grave. Vous vous rappelez quand même qu'il y a beaucoup de cas asymptomatiques. Donc, il faut espérer que les mesures que l'on prend sont suffisantes pour éviter la contamination. Voilà pour ce qui est de la partie que j'ai appelée comment respecter et quel est le rôle de l'employeur sur le respect des règles sanitaires. Deuxième volet de ce que je souhaite aborder avec vous, c'est qu'est-ce que je peux faire, moi, association, quand je connais une baisse d'activité? Alors, je mets les options et on va dire quelques mots sur chacune d'entre elles. Premièrement, je peux avoir recours à l'activité partielle et c'est un dispositif que vous connaissez pour beaucoup d'entre vous pour l'avoir déjà mis en place dès le mois de mars. Mais je peux aussi être amené à modifier le contrat de travail de mon salarié. On va voir comment on s'y prend. Et puis, je peux être amené tout simplement à faire un ou des licenciements économiques. Donc, je souhaite vous présenter ça et vous expliquer comment ça peut fonctionner. Alors, sur l'activité partielle, je vais pas en parler plus que ça, puisque on a déjà fait une information et puis c'est quelque chose que vous avez déjà connu depuis le mois de mars. La seule chose, c'est que depuis le mois de mars, il arrive un deuxième dispositif qu'on appelle l'activité partielle de longue durée. Je m'explique pour que les choses soient un peu plus claires. C'est que si vous connaissez une baisse d'activité, c'est vrai que vous avez recours, le cas échéant, au dispositif qui existait depuis le mois de mars, qui est l'activité partielle, à ceci près que ce dispositif est limité à 6 mois. On va voir s'il est prolongé, mais limité à 6 mois. Donc là, on parle d'une baisse d'activité. Je n'ai pas la possibilité de faire travailler mon salarié ou mes salariés tout le temps, ou même pas du tout. Je les bascule en activité partielle. Je vous rappelle aussi que le dispositif a évolué par rapport à ce qu'on connaissait avant l'été, puisque rappelez-vous qu'avant l'été, les parents qui ne pouvaient pas garder, enfin qui devaient garder leurs enfants, pouvaient bénéficier de l'activité partielle. Maintenant, le dispositif a été très réduit, puisque bascule en activité partielle uniquement les salariés dits les plus vulnérables. Donc, on a une grille de catégories de salariés classés comme vulnérables. Je ne reviendrai pas, mais sur le site Amélie notamment, vous aurez ces informations-là. Et donc, vous avez aussi la deuxième catégorie, c'est les parents d'un enfant qui aurait été infecté ou dont la classe est fermée. Alors, je vous rappelle que c'est une annonce du gouvernement, annonce qui a été faite aux alentours de mi-septembre. On attend toujours le décret d'application, mais on dit que c'est rétroactif et applicable à partir du 1er septembre. Alors, c'est embarrassant parce qu'on aimerait bien avoir les clés du camion, en quelque sorte, et savoir exactement
précisément qu'est-ce qu'il nous faut comme information, sans doute un document de l'école, si la classe est fermée. On voudrait avoir quelque chose. Pour l'instant, il nous manque encore l'information, mais le gouvernement, le ministère de la Santé, a dit oui. Quand un parent ne peut pas, n'a pas d'autre solution, notamment son conjoint ne peut pas rester à la maison, si l'enfant doit rester à la maison, alors oui, l'autre parent peut être en activité partielle. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est réduction du périmètre de l'activité partielle que l'on connaissait avant l'été. Deuxième point, on a créé, ou plutôt on a réactivé un dispositif qui a existé à d'autres moments, il y a plusieurs années, notamment lors de la crise de 2008, qui est l'activité partielle de longue durée. Donc, depuis le 6 août, effectivement, vous pouvez déposer une demande dès lors que vous considérez que votre activité, la baisse d'activité, va se prolonger pendant des mois. On peut même aller jusqu'à 36 mois. Donc là, on appelle ça l'APLD. C'est vraiment demander à l'État d'indemniser la baisse d'activité, donc la prise en charge du coût partiel salarié pour une durée beaucoup plus longue que le premier dispositif. Donc, ayez à l'esprit, on a deux dispositifs un peu semblables. L'activité partielle limitée dans le temps et limitée aussi à des cas de figure plus spécifiques. Et puis, sur le plus long terme, l'activité partielle de longue durée. Je vous rappelle aussi, mais uniquement pour mémoire, que, et sans doute que pour beaucoup d'entre vous, vous connaissez, au début, on n'avait pas de reste à charge quand le salarié était indemnisé par l'activité partielle. Désormais, mais c'est depuis le 1er juin, vous avez un reste à charge. Le salarié continue à percevoir 84% de son salaire brut, mais il y a un reste à charge pour les entreprises. Alors, avec certains secteurs qui continuent à avoir une prise en charge plus importante, je ne rentre pas dans le détail, mais on est simplement sur un dispositif qui, par rapport au mois de mars, a été revu un peu alors, à la baisse au sens du reste à charge pour l'association depuis le 1er juin. Voilà pour l'activité partielle. Deuxième outil que vous pouvez utiliser si vous avez une baisse d'activité, c'est ce qu'on appelle la modification du contrat pour motif économique. Alors, je suis juste obligé de faire un peu de droit, mais ça va être utile. Un employeur a la possibilité de modifier des paramètres qu'on appelle uniquement les conditions de travail. Par exemple, la fixation des congés, les horaires, l'organisation, même le contenu du poste, l'adaptation du contenu du poste. Tout ça, l'employeur peut le faire sans avoir l'accord du salarié, c'est-à-dire ça s'impose au salarié. Donc, ce qu'on appelle les simples modifications des conditions de travail s'impose au salarié, et je dirais même plus loin, le salarié qui refuse ces simples modifications des conditions de travail s'expose à une sanction. Par contre, et c'est là que ça va être important, l'employeur ne peut jamais, je dis bien jamais, modifier ce qu'on appelle le contenu du contrat. Et qu'est-ce que je mets dedans pour simplifier les choses? Il ne peut pas toucher au salaire à la baisse. Il ne peut pas non plus réduire la durée du travail prévu au contrat sans l'accord du salarié. Et donc, vous voyez, c'est la partie basse, ma flèche du bas. La modification du contrat de travail ne s'impose jamais, jamais au salarié. Et c'est là où il faut que je vous explique comment ça se passe, parce qu'effectivement, on peut être dans cette situation. Par exemple, je ne peux plus proposer le même volume horaire qui était prévu au contrat du salarié. Eh bien, qu'est-ce que l'on va faire? On va rentrer dans une procédure qu'on appelle la modification du contrat pour motif économique. Comment ça fonctionne? Déjà, il faut ce qu'on appelle un motif économique, c'est-à-dire il faut faire la démonstration que si on ne réduit pas soit les horaires, soit la rémunération du salarié, c'est les deux paramètres sur lesquels on peut jouer. Alors attention, quand je réduis le salaire du salarié, quand j'envisage de réduire le salaire du salarié,
bien sûr, je suis obligé de respecter le minimum de la convention collective. Hein. C'est que dans l'hypothèse où je serai au-delà de la convention collective. Mais en tout cas, si je veux jouer sur la réduction du temps de travail ou sur la réduction de la rémunération, il faut que je puisse justifier que si je ne fais pas ça, je vais être en situation délicate. Je vais peut-être mettre mon association en péril, ou en tout cas la mettre en déficit le cas échéant. Donc, nécessité d'un motif économique. Et puis après, on va voir qu'il y a une procédure. Je vais revenir après sur les commentaires. La procédure commence comment? Alors, bien sûr, je discute avec le salarié, on est en proximité, il faut qu'on se parle. Et à un moment, il va falloir formaliser une lettre recommandée. Je dis bien une lettre recommandée, pas une lettre mise en main propre. Une lettre recommandée dans laquelle je vais informer le salarié que j'envisage, par exemple, de réduire son temps de travail. Il était à 30 heures, je ne peux plus lui proposer que 10 heures. Ou il avait un salaire, alors je vais prendre un taux horaire à 25 euros parce que c'était un animateur guitare et on payait 25 euros, mais je ne peux plus le payer que de 12 euros. Je prends cet exemple-là. Et je vais lui donner, dans ce courrier, je vais lui donner l'information qu'il a un délai d'1 mois pour réfléchir. C'est obligatoire, délai d'1 mois. Il a donc ce délai d'1 mois. Vous voyez sur mon schéma, partie gauche, soit il accepte, soit il reste silencieux. Alors, son silence, dans ce cas-là, vaut acceptation. Enfin, on va essayer de formaliser beaucoup mieux, de s'assurer soit d'un refus écrit, soit d'une acceptation écrite. C'est beaucoup plus simple. S'il accepte, eh ben, on fait un avenant et on dit, par exemple, ben, voilà, par avenant de telle date, la durée du travail est réduite à 10 heures, par exemple. Et c'est tout, c'est fini, ça déroule. Ça nous a pris 1 mois, puisqu'il a fallu respecter le délai d'1 mois, même si le salarié donne sa réponse avant. Le délai d'1 mois est obligatoire. Par contre, je vous ai dit qu'on ne peut jamais imposer une modification du contrat au salarié. Donc, le salarié a le droit de refuser. Et oui, il a le droit de refuser. C'est de son droit, c'est le droit du travail. S'il refuse, vous avez 2 options. Soit vous abandonnez votre projet, vous dites ben, on va se débrouiller autrement, je vais te maintenir en chômage partiel, mais je vais réfléchir autrement, donc je ne touche pas à ton contrat, déjà parce que je ne peux pas y toucher sans ton accord. Soit vous tirez conséquence de son refus de la modification du contrat et vous engagez à ce moment-là une procédure de licenciement économique. Donc, si vous avez un motif économique en amont, alors vous êtes légitime à engager une procédure de licenciement économique. On verra tout à l'heure la procédure, et qui aboutit du coup au départ du salarié. Donc, vous vouliez uniquement passer de 30 heures à 10 heures, finalement, vous allez le licencier. Donc, voilà le processus de ce qu'on appelle la modification du contrat pour motif économique. Donc, je reprends mes commentaires. Il faut un motif économique. Vous devez respecter impérativement l'envoi de la lettre recommandée et bien laisser le délai de réflexion de 1 mois. S'il y a accord, eh bien, l'accord se formalise par un avenant au contrat de travail. Vous ne pouvez pas passer de 30 heures à 10 heures ou de réduire la rémunération sans constater l'accord du salarié par avenant. Et puis, je vous le disais, c'est le tout ou rien. Le licenciement partiel n'existe pas. Donc, c'est forcément un licenciement total. Et si je voulais passer de 30 heures à 10 heures, eh bien, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais recruter quelqu'un à 10 heures. Et j'ai le droit de recruter à 10 heures, quand bien même j'ai fait un licenciement économique, parce que c'était mon objectif de départ. Donc, voilà pour ce qui est de ce que l'on appelle la modification du contrat pour motif économique. Dernière possibilité, sur la baisse de volume, je suis amené à me dire, je ne peux plus maintenir le poste de mon seul salarié, ou sur les 3 salariés que j'ai, malheureusement, je suis obligé de supprimer un poste. Voilà. On rentre dans la logique du licenciement économique. Alors, le licenciement économique, là encore, il faut un motif économique. Alors, à chaque fois, il faut être très attentif. Le motif économique, il faut bien le peser parce que si les choses ne se terminent pas bien et qu'on va devant les tribunaux, donc Conseil des prud'hommes,
ce que le salarié peut aller chercher ou son avocat, c'est le licenciement abusif parce qu'il n'y aurait pas de motif économique. Donc, à chaque fois, comme dans la modification du contrat, il faut un motif économique. Une procédure de licenciement, il y en a plein, hein, selon la taille de l'association, selon s'il y a des représentants du personnel ou pas, selon qu'on envisage de licencier un salarié ou plusieurs salariés, selon qu'on dépasse 10 licenciements. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Ce qu'il faut comprendre, surtout, c'est qu'avant de licencier, il faut envisager d'autres scénarios, qui peut être d'abord peut-être d'envisager la réduction du temps de travail avant le licenciement. Peut-être y a-t-il des reclassements possibles ailleurs, dans une autre association, par exemple, surtout si on est en réseau. On a l'obligation, l'employeur a l'obligation de rechercher d'autres solutions alternatives. S'il n'y a pas d'autres solutions, alors il va dérouler un processus que vous voyez là à gauche sur le document. Alors, processus qui globalement va durer 1 mois. Hein. Ça commence par une décision du bureau ou du conseil d'administration qui va, ce qu'on appelle, établir les critères d'ordre de licenciement. Alors, un gros mot encore juridique, mais si vous faites, comment je pourrais vous expliquer, si vous avez 3 animateurs qui font la même activité et que vous devez supprimer un animateur, eh bien, le Code du travail vous dit comment déterminer lequel des 3 animateurs devrait être licencié. Et là-dedans, il y a des règles liées à l'ancienneté, liées à la charge de famille, liées à la difficulté de retrouver l'emploi, liées aux compétences. Donc, c'est ça qu'on appelle les critères de licenciement. C'est que vous devez expliquer pourquoi parmi les 3, c'est celui-là et pas un autre. Donc, ça, c'est dans la phase amont. On détermine les critères de licenciement. Et puis, après, ça va fonctionner un peu comme un licenciement. Je convoque le salarié à un entretien préalable. Lors de cet entretien très important, je lui propose ce qu'on appelle le contrat de sécurisation professionnelle. J'insiste bien parce que si je ne lui propose pas ce contrat-là, je vais aller sur un licenciement abusif. Ce contrat de sécurisation va permettre au salarié, s'il accepte ce contrat, d'avoir une indemnité chômage majorée, pratiquement 90% de son salaire pendant 1 an, moyennant un engagement de se former auprès du Pôle emploi. Donc, convocation du salarié à un entretien, je lui propose le contrat de sécurisation professionnelle. Si j'ai des représentants du personnel, il faut que je les consulte. Et puis, à l'issue de l'entretien, je dois respecter un délai. Alors, un délai qui va varier selon que la personne est cadre ou non cadre. Alors, 8 jours ou 7 jours ou 14 jours. Et je vais lui notifier le licenciement à l'issue du délai que l'on doit respecter entre l'entretien et cette notification. Et puis après, j'ai une information à donner à la directe sur le licenciement économique. Retenez que globalement, un licenciement économique, ça tient en à peu près 1 mois. Alors, ça permet aux salariés de bénéficier du chômage, bien évidemment, comme un licenciement, avec, comme je vous l'ai dit, plutôt une indemnisation du Pôle emploi plus importante si le salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle. Voilà pour les 3 options que l'on a sur une baisse d'activité. J'aurais pu, d'ailleurs, il me vient à l'esprit une autre option, je pourrais aussi mettre à disposition mon salarié à une autre association. Il est possible de mettre à disposition à titre non lucratif à une autre association. Si je connais une autre association qui a un besoin, plutôt que de licencier mon salarié, je peux le mettre à disposition et je facture à l'association sans bénéfice le salaire et les charges à l'autre association. J'y pense maintenant, c'est aussi une possibilité pour éviter en quelque sorte un licenciement. Dernier axe, c'est comment gérer la situation si malheureusement je suis obligé de liquider mon association, la dissoudre en quelque sorte. Alors, là encore, on a 2 cas de figure. Soit je fais ce qu'on va appeler une liquidation amiable, c'est-à-dire j'arrête volontairement mon activité. J'arrête mon activité parce que financièrement, je peux me permettre de l'arrêter. Soit je ne peux pas honorer toutes les dettes que je vais avoir, et notamment peut-être les indemnités de licenciement.
et puis peut-être d'autres charges, hein, parce que j'ai peut-être accumulé des charges, charges sociales par exemple, et du coup, on va voir que je vais passer devant le tribunal judiciaire, et donc je vais vous dire quelques mots aussi sur ces deux situations. Le mot tribunal judiciaire remplace le mot tribunal grande instance. Hein. Depuis le 1er janvier de cette année, on parle du tribunal judiciaire et non plus du tribunal de grande instance. Alors, si je décide d'arrêter volontairement mon activité, d'abord, il me faut une décision de mon assemblée générale extraordinaire. J'insiste bien, seule l'assemblée générale extraordinaire peut prendre la décision de mettre fin à l'association. La dissolution amiable, c'est la fin de l'association. Elle disparaîtra juridiquement des services de la préfecture. Elle ne sera plus visible. Donc, une décision prise en AG extraordinaire, cet AG va désigner un liquidateur amiable, c'est comme ça que ça s'appelle. Alors, généralement, c'est le président, mais ça peut être, ou la présidente, mais ça peut être quelqu'un d'autre. En tout cas, quelqu'un qui va être responsable des opérations de liquidation. Et les opérations de liquidation, c'est quoi? S'assurer qu'on paye bien toutes les dettes. S'il y a un salarié ou des salariés à licencier, notamment du coup des licenciements économiques, puisque l'arrêt d'activité est une cause de licenciement économique, il va falloir faire les procédures. Et c'est cette personne-là, personne physique, hein, le liquidateur amiable désigné par l'Assemblée générale, qui va assurer ces procédures-là, alors qui vont durer quelques temps, parce que auquel licenciement économique, ça prend peut-être qu'un mois, mais j'ai des charges sociales qui vont venir un petit peu plus tard, donc on va être obligé d'attendre que tout soit soldé pour finalement faire une clôture de la liquidation. Donc, ça se fait dès lors qu'on a suffisamment de trésorerie pour solder toutes les dettes. Donc, généralement, on fait le point quand même pour vérifier si on pourra payer les dettes sociales qui sont en cours, on a toujours du décalage, si on pourra payer les indemnités de licenciement, si on doit faire des licenciements économiques, puis il y a peut-être d'autres charges, je ne sais pas, on paye peut-être des loyers, le téléphone, etc. Donc, on doit vérifier ça. Et donc, si à un moment, je n'ai pas assez de trésorerie, alors que je pensais en avoir, je peux basculer dans la deuxième hypothèse, c'est-à-dire aller devant le tribunal pour déposer mon bilan. Alors, ce n'est pas un gros mot, déposer le bilan. Moi, il m'arrive d'accompagner des associations dans les dépôts de bilan. Si j'ai commencé une liquidation amiable et que finalement, je me suis trompé et que je vois que je n'ai pas assez de trésorerie, c'est quand même pas aux bénévoles d'aller remettre de l'argent pour finalement solder l'association. Les bénévoles n'ont pas financièrement à devoir éponger. Je vais aller devant le tribunal et je vais lui dire j'arrive pas. On a commencé les opérations de liquidation, mais malheureusement, on n'a pas assez. Et donc, je vais demander l'ouverture d'un redressement judiciaire, on va voir, ou d'une liquidation judiciaire. En tout état de cause, généralement, on fait une liquidation amiable dès lors qu'on est à peu près clair sur la trésorerie pour mener à terme cette liquidation amiable. Si en tout cas, on n'a pas la trésorerie pour dissoudre et liquider son association, eh bien, on passe sur la dernière procédure qui est cette fois-ci d'aller devant le tribunal judiciaire. Donc, ne pas pouvoir faire face à ces dettes, ça s'appelle une cessation de paiement. Alors, vous voyez au milieu, derrière les petits points, là, verticalement, DCP. DCP, c'est ce qu'on appelle aller déposer son bilan au tribunal, mais très exactement, c'est une déclaration de cessation des paiements. Alors, je vais peut-être commencer par les procédures les plus simples, je reviendrai juste un petit peu en amont. Si vraiment c'est une décision de fin d'association, non, vraiment on arrête, on est au bout de quelque chose, ce que vous souhaitez, c'est la liquidation judiciaire de votre association. Eh bien, vous allez prendre contact avec le greffe du tribunal judiciaire en lui expliquant que vous avez des dettes auxquelles vous ne pouvez pas faire face, vous êtes en cessation des paiements, vous voyez que vous avez des dettes, ou que vous allez les avoir d'ailleurs. Vous voyez que vous devez faire un licenciement économique ou des licenciements et que vous n'avez pas les finances pour le faire. Eh bien, vous allez devant le tribunal et il va ouvrir, vous allez venir devant les juges qui vont simplement vous demander alors qu'est-ce qui se passe. Voilà, on n'a plus d'activité, mais par contre, on a un salarié et on n'a pas de quoi financièrement payer le coût du licenciement, par exemple.
eh bien, le tribunal va ouvrir une liquidation judiciaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un liquidateur va être désigné, qui va vérifier qu'il n'y a pas de fraude, bien évidemment, et vous qui ne pouvez pas payer les indemnités de licenciement, eh bien, ces indemnités, grâce au dépôt de bilan, à la déclaration de cessation des paiements, vont être prises en charge par un organisme, vous l'avez peut-être vu sur les fiches de salaire, qui est la garantie générale des salaires. Tout le monde cotise à cette association qui vise à pouvoir intervenir quand une entreprise ou une association ne peut plus faire face au coût salarial dans le cadre d'un dépôt de bilan. Donc, la liquidation judiciaire permet aux salariés d'obtenir ces indemnités et puis après, bien sûr, il sera pris en charge dans le cadre du chômage. Mais, donc ça, c'est la partie très noire. Mon activité n'est plus viable. Je remonte juste un petit peu en amont et sans doute que je veux juste vous dire qu'il existe d'autres procédures. Il est possible aussi que vous ayez des difficultés qui vous permettent plus de faire face, mais que vous ne voulez pas pour autant liquider votre association. Eh bien, vous êtes peut-être en cessation des paiements, au sens où vous n'arrivez plus à faire face à vos dettes, mais vous pouvez aussi aller devant le tribunal, demander cette fois-ci un redressement judiciaire. Un redressement judiciaire, c'est quoi? Eh bien, c'est dire, il me faut du temps. D'abord, on gèle les dettes, j'ai plus rien à payer. Sur tout mon passé, on gèle les dettes et je veux du temps pour pouvoir étaler les paiements. Donc, le tribunal va ouvrir ce qu'on appelle une période de 6 mois, éventuellement renouvelable, le temps de trouver un étalement qui s'imposera à l'ensemble de ce qu'on appelle vos créanciers. Ça, c'est le redressement judiciaire. Sachez aussi, et j'ai mis 3 autres procédures, la sauvegarde, je ne vais pas en parler, mais sachez qu'il existe 2 autres procédures qu'on appelle le mandat ad hoc et la conciliation. Je les ai mis en vert volontairement. Pourquoi? Parce que ce sont des procédures très confidentielles, ouvertes là aussi devant le tribunal judiciaire et qui permettent, sous la surveillance du tribunal, mais sans qu'il y ait aucune publicité, de pouvoir négocier, par exemple, avec un gros créancier pour, je ne sais pas, qu'il renonce à sa dette en partie, pour trouver des solutions de financement. Et donc, cette confidentialité va permettre peut-être de trouver une solution avec une créance, un créancier qui, si je ne trouve pas de solution, va m'amener vers le dépôt de bilan. Voilà, j'en dis pas plus parce que ça ne concerne pas forcément des petites associations, ça concernerait plutôt des grosses associations. Retenons plutôt que finalement, si je dois aller jusqu'à la dissolution de mon association, on est plutôt sur la flèche noire, c'est-à-dire la liquidation judiciaire. C'est pas drôle, je l'entends. Cela dit, les juges sont des personnes qui sont très compréhensifs et qui comprennent les choses. Voilà, aller devant le tribunal et constater qu'on ne peut pas continuer, mais par contre, qu'il faut quand même qu'on honore notamment les dettes des salariés et leur indemnité de licenciement, ben, ce n'est pas un gros mot non plus. Voilà ce que je voulais vous dire. Et bon, peut-être que ça va vous évoquer plein de questions, donc je vais arrêter mon partage d'écran pour qu'on revienne au chat. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Alors, je ne sais pas, Étienne, si vous voyez le chat, parce qu'il y a déjà des questions. Une perte économique. En effet, les cotisations ont été encaissées en début d'année. Quel est votre avis? Alors, oui, il m'a été dit que nous ne pouvons pas mettre nos salariés en activité partielle car nous pouvions indiquer, montrer une perte économique, les cotisations étaient encaissées en début d'année, votre avis? Alors, effectivement, le gouvernement, dans la question-réponse sur l'activité partielle, au mois de mars, a dit attention, vous ne pouvez pas cumuler à la fois, comment dirais-je, une demande de remboursement d'activité partielle, alors que par ailleurs, vous avez touché des subventions qui financent les postes. Donc, il faudra bien à un moment rembourser les subventions. OK.
Mais une fois que ça a été dit, rembourser les subventions, ça suppose que le financeur, la commune par exemple, dise oui, bien sûr, je vais demander le remboursement. Bon, pour l'instant, on n'a pas d'informations là-dessus. Donc oui, et j'en avais déjà parlé lors d'une précédente intervention, si vous allez sur le question-réponse du ministère sur l'activité partielle, vous allez trouver effectivement cette affirmation du gouvernement qu'on ne peut pas faire le cumul des deux. Est-ce que finalement, il va y avoir une demande de remboursement? J'en sais rien. En tout cas, il n'y aura pas de sanction, à mon sens. Donc, si j'ai fait une demande d'activité partielle parce que je n'avais pas de boulot, ben, si jamais on me demande de rembourser, ben, je rembourserai parce que je n'aurai pas le choix. Mais en attendant, pour l'instant, je ne sais pas s'il y aura des demandes qui seront faites soit par les financeurs, exemple collectivité territoriale, soit par l'État au niveau du chômage partiel. Je n'ai pas plus de réponses. Merci. Une autre question. Les conditions d'éligibilité à l'activité partielle de longue durée sont-elles les mêmes que pour l'activité partielle? Alors, je ne voulais pas trop rentrer effectivement dans ce schéma-là qui est un petit peu technique, mais ma réponse, ça va être non, ce n'est pas les mêmes. Ce n'est pas les mêmes clés de financement en termes de remboursement. Et surtout, il y a un engagement sur l'emploi. Vous avez peut-être remarqué qu'on ne vous a rien demandé sur le maintien de l'emploi, sur l'activité partielle qu'on a utilisée jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que je peux très bien être en activité partielle et finalement être amené à faire un licenciement. Dans la PLD, l'activité partielle de longue durée, dans le document que je complète et que je peux aller télécharger, on me demande de m'engager sur l'emploi. Alors, on ne me demande pas forcément de conserver l'emploi, on me demande simplement de m'indiquer quel sera l'impact sur l'emploi et de m'engager sur cet impact. Donc, oui, c'est une vraie différence. C'est une vraie différence. Vous avez bien compris, en plus, dans ce qui se passe en ce moment, on vient dire que les entreprises ont bénéficié d'aides et font des licenciements derrière. Ben, on est un peu dans la même logique. Si je vais chercher des aides, attention, si jamais je fais des licenciements en rompant mon engagement par rapport à ce que j'ai dit, je serai peut-être amené à devoir les rembourser. Alors, c'est ça le grand changement. J'ai un engagement sur l'emploi. Alors ça, c'est dans le document que je complète, qui est téléchargeable sur le site du ministère du Travail. Alors, je vois une deuxième question que Anne pose. Le problème actuellement, c'est qu'il nous faut les cours, mais il n'y a pas assez d'adhérents dans chaque cours pour financer le paiement de l'animateur. Le chômage partiel est donc impossible. Oui, je comprends. Si l'animateur travaille le même nombre d'heures, mais avec moins d'adhérents, il n'est pas au chômage partiel, il est au travail. Donc, pour vous, le coût est identique. Après, c'est un choix. Soit je n'ouvre pas le cours et l'animateur est mis en chômage partiel, soit j'ouvre le cours et j'ai la possibilité financièrement, entre guillemets, de générer des pertes et de les assumer sur mes fonds propres. Soit j'explique que cette année, les cours vont être plus chers. Il n'y a pas 50 solutions. Hein. Vous avez peut-être remarqué que parfois, quand vous allez chez le coiffeur, il vous annonce qu'il y a 1 euro de plus pour payer le coût du Covid. Dans certains restaurants, vous avez ça aussi. Oui, le Covid peut générer des coûts. Après, qu'est-ce qu'on est prêt à assumer ou pas? Mais je suis d'accord qu'on ne peut pas mettre en chômage partiel un salarié qui travaille, même s'il travaille devant une seule personne, bien entendu. Une question, avant de passer à la question d'Erwan, j'ai une question. Il nous semble avoir vu que dans le cas de l'activité partielle de longue durée, ça ne pouvait être limité qu'à 40% du volume horaire du salarié. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Alors, j'ai pas creusé la question. En fait, pour l'instant, dans le secteur associatif, en tout cas, on n'a pas tellement de demandes de chômage de longue durée parce qu'on a un petit peu le nez dans le guidon. Globalement, à la sortie de l'été, on aurait aimé que ça reparte. On voit qu'il y a la fameuse deuxième vague, donc on se dit ça va peut-être être plus compliqué, mais on espérait que ça repartirait.
Donc, pour l'instant, je n'ai pas eu de demande, alors qu'on en a dans le monde de l'entreprise. Mais effectivement, les conditions sont très différentes, tant en termes d'indemnisation, de volume horaire. On a plein de différences par rapport au système simple, simple façon de parler. Pour ceux qui font la paie, ils vont dire que ce n'était pas simple, mais au système simple qu'on avait et qu'on a toujours d'activité partielle. Mais là, je ne suis pas en capacité de vous donner des éléments plus précis sur l'activité de la PLD. Question d'Erwan. Au passage, bonjour Erwan. Quels sont les arguments entendables au titre du motif économique? Alors, le motif économique s'appelle l'arrêt d'activité, on a vu. Hein. Je prends la décision de dissoudre l'association, c'est un motif. Mais ça peut être une perte. Alors, sachez que le Code du travail a fixé même des barèmes mathématiques. Je ne les ai pas pris là, mais la perte pendant plus de 2 trimestres du chiffre d'affaires est un motif économique. On a si vous prenez le Code du travail, on a des règles très précises, mathématiques, matériellement constatables sur ce qu'est le motif économique. Mais je vais même plus loin. Si j'étais globalement à l'équilibre l'année dernière et que, compte tenu de la baisse d'activité, je vais essayer de prendre une idée sur une association qui fait 10 000 euros de chiffre d'affaires. Je vais prendre volontairement 10 000 euros de chiffre d'affaires de rentrée sur les cours et que, alors qu'on était en équilibre l'année dernière, on va se retrouver à moins 1000 ou moins 2000 ou moins 3000, eh ben, j'ai un motif économique. Je perds de l'argent et en proportion de mon chiffre d'affaires, de ce que je rentre comme produit de mes cours, c'est substantiel. Par contre, si mon volume d'activité est à 100 000 euros et que je perds 1 000 ou 2 000 euros, là, c'est très discutable. Donc, vous voyez, c'est une relation quand même avec la taille de l'association. Quel volume on parle. Quelqu'un qui me dirait, écoutez, j'ai un salarié, je suis par exemple un équipement de quartier, on a pas mal d'activités et j'ai un cours sur lequel on a 10 heures par semaine et puis je ne peux plus mettre que 5 heures, ça va être compliqué sur l'ensemble d'un centre d'expliquer que passer de 10 heures à 5 heures permet de résoudre les difficultés économiques. Vous voyez, c'est ça le problème. Alors que sur une toute petite association, passer de 10 heures à 5 heures, ça peut changer les équilibres économiques. Donc, c'est vraiment au cas par cas que l'on va regarder si ça correspond à un motif économique ou pas. Merci. Alors, des questions, c'est toujours pareil, un qui traitait de l'équilibre financier, compte tenu du contexte et de la difficulté d'organiser des événements qui contribuent à l'équilibre financier de l'association. Quelles sont les aides possibles ou les recours possibles pour équilibrer les comptes? Alors, tout à l'heure, on a parlé éventuellement, enfin, on a parlé surtout moi qui ai évoqué l'éventualité, l'opportunité de saisir ce qui est proposé par l'URSSAF en termes de remboursement de cotisation sur une certaine période. Là, je pense qu'il va falloir que chacun d'entre vous s'adresse directement à l'URSSAF pour voir s'ils entrent dans le cadre. Parce qu'il y a aussi le fait d'avoir une activité économique qui va déterminer si oui ou non vous entrez dans le cadre. Dominique, est-ce que vous avez plus de précisions à ce sujet? Figurez-vous qu'avec votre masque, je n'ai pas bien entendu votre question. Je suis désolé. J'ai vu l'information sur le site de l'URSSAF qu'il y avait possibilité, dans certains cas, et ce n'est pas pour tout le monde, de pouvoir se faire rembourser une partie des cotisations sociales sur quelques mois, mais que c'était la condition, en tout cas, c'était d'avoir une activité économique. Alors, je n'ai pas l'information. Je ne vous répondrai pas. Je pense qu'effectivement, je comprenais que vous disiez qu'il faut sans doute prendre contact avec l'URSSAF directement. Je n'ai pas l'information sur cette notion-là. Dans le cas d'une dissolution volontaire d'association, le motif de licenciement, c'est bien un licenciement économique. Alors, ça sera bien, c'est bien un licenciement économique dont la cause est l'arrêt de l'association, la dissolution de l'association. L'arrêt d'activité
Dans le monde économique, un artisan qui part à la retraite, eh ben, il a un motif économique de licencier le salarié ou les salariés qu'il avait. Hein. Donc, voilà, pareil, j'arrête mon activité, j'ai une décision de l'Assemblée générale extraordinaire, ça me donne un motif pour faire un licenciement économique. Je rappelle que le licenciement économique est beaucoup plus protecteur que qu'un licenciement classique, plus protecteur pour le salarié. Une question, merci. Une question relative au télétravail. Quels écrits sont nécessaires? Est-ce qu'il y a nécessité de faire un avenant au contrat de travail du salarié? Alors, pour l'instant, non. On est toujours dans un dispositif dans lequel le télétravail peut être mis en place unilatéralement par l'employeur. Unilatéralement, c'est-à-dire sans avenant au contrat de travail. Point de vigilance quand même, c'est que alors dans certaines associations, on a déjà mis en place des chartes sur le télétravail. Très bien. Les partenaires sociaux sont aussi en train de réfléchir à comment modéliser le télétravail. Parce que le télétravail pose plein de questions, notamment quelle est la possibilité pour le salarié réellement de faire du télétravail. Est-ce qu'il peut avoir un bureau? Est-ce que son logement se prête au télétravail? Est-ce qu'il a, par exemple, une ligne Internet qui lui permet de télétravailler? Et puis derrière, peut se poser aussi la question, qui n'est pas résolue par les textes d'ailleurs, hein, faut-il indemniser le salarié pour l'utilisation de son logement et de ses outils pour le télétravail? Donc, il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser derrière, mais avec le Covid, on met en place le télétravail sans avoir à avoir obligatoirement l'accord du salarié. Alors après, une discussion avec le salarié est importante. Un salarié qui vient dire, maintenant tu me demandes de télétravailler, mais moi j'ai des enfants avec moi, ça ne va pas être possible. Bon, il y a peut-être des discussions à avoir, mais je le répète, le télétravail n'a pas besoin de passer par un avenant au contrat de travail pour l'instant. On va revenir à une question d'organisation. Les adhérents ont déjà assumé financièrement les cours qui n'ont pas eu lieu depuis la mi-mars. L'arrêt de l'activité peut-elle se terminer par une mise en veille de l'association et non sa liquidation? Cela éviterait de refaire les statuts dans 1 ou 2 ans pour relancer les activités sportives. Alors attendez, vous êtes là, les assurants ont déjà assumé financièrement les cours qu'ils n'ont pas eu depuis la mi-mars. L'arrêt de l'activité peut-elle se terminer par une mise en veille de l'association et non sa liquidation? Oui, mais s'il n'y a pas de salariés, il n'y a pas de difficulté, parce que s'il y a des salariés, ben, la mise en veille de l'association n'empêche pas de payer les salariés, à défaut qu'ils soient en chômage partiel, mais même en chômage partiel, il resterait un reste à charge. Mais on a le droit toujours, bien sûr, d'arrêter une activité et de mettre en veille l'association. La seule chose, c'est qu'on doit faire une assemblée générale ordinaire, c'est tout. Et effectivement, ça peut permettre d'attendre et d'avoir juste une vie associative réduite plutôt que de devoir refaire des statuts, bien entendu. Hein. S'il n'y a pas de salariés, on n'a pas de difficulté. S'il y a des salariés, la mise en veille n'empêche pas que les salariés vont continuer à générer des coûts. Et la mise en veille, il n'y a pas de procédure, il n'y a rien du tout. Hein. On n'a pas informé quiconque. Simplement, on vient dire on arrête les activités et puis, le cas échéant, on se réunit si on veut 1 fois par mois ou pas. Et en tout cas, on continue à avoir un bureau qui au moins se réunira, préparera au moins 1 fois par an une assemblée générale. Un petit retour d'expérience sur les mises en veille ou en suspension d'activité. Effectivement, j'appuie votre propos, Dominique, sur la nécessité d'identifier tout de même les dirigeants. Parce que si on s'endort pendant 1 an, on a peu de chances de se réveiller dans 1 an. Et on va peut-être se réveiller dans 5 ans, mais ça ne sera peut-être pas nous. Ça sera peut-être, j'ai entendu dire qu'il y a une association qui est toujours existante. Ça m'évitera d'en créer une. Et là, on est incapable de retrouver les anciens dirigeants. Donc, de faire les choses dans le bon ordre et on va dire légalement, retrouver les anciens dirigeants, refaire les... Donc, soyez très, très vigilants aussi. Et ce que je peux vous inviter à faire dans le cas d'une mise en sommeil, c'est vraiment, quitte à préciser un calendrier, on se revoit, voilà, on continue à se voir régulièrement, mais on sait
qui est quand même aux commandes de cette association-là, parce que si elle n'a pas d'activité, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe plus. Donc c'est très important de continuer pendant ces mois d'inactivité, pendant cette année, peut-être aussi quelques années de mise en sommeil, de garder en tête qui sont les dirigeants et qui, du coup, pourra réactiver l'activité quand elle aura besoin ou quand vous en aurez envie. Voilà, un petit conseil au passage. Une question, comment prévenir l'arrêt d'activité d'un auto-entrepreneur? Alors, je vais peut-être demander de préciser la question. On avait une question au-dessus qu'on n'a pas… C'était pas réellement une question, c'était plus un constat, je crois. Ah, d'accord. Dans notre cas également, les adhérents ont supporté les coûts l'année passée car nous avons proposé des cours par visio, mais cette année, nous nous sommes engagés à rembourser au prorata des cours annulés. Ça veut dire une dissolution en fin d'année si nous ne pouvons mettre nos salariés en chômage partiel. D'accord. C'est plus un constat, effectivement. Prévenir l'arrêt d'activité d'un auto-entrepreneur. Alors, Est-ce qu'il vous est possible de préciser votre question? Alors, en attendant, je vais vous en proposer une autre. J'ai aussi l'activité, là, ce n'est pas vraiment une question qui a été formulée non plus, mais c'est un sujet. En tout cas, l'activité partielle pour les intermittents du spectacle. Je pense que le législateur a imaginé des choses. Hein. Je pense que alors il l'a bien imaginé. C'est là encore sur le question-réponse du mois de mars, hein, enfin, qui a été mis à jour, mois de mars, avril, mai, juin. Mais du coup, je ne l'ai pas sous les yeux. Mais il y a bien un dispositif qui a été prévu. Mais je suis désolé, je ne l'ai pas en tête. Alors à ce moment-là, moi je vais rechercher et je vous enverrai en même temps que les liens. Je vais rechercher et j'enverrai à tous les participants. Alors, je vois que la question sur l'activité, l'arrêt d'activité auto-entrepreneur n'a pas été complétée par la personne qui l'a indiqué. Bon, vu qu'on est en association ici, j'imagine qu'il s'agit d'un prestataire qui intervient, qui fait une activité dans le cadre d'une association, peut-être un équipement de quartier, un prestataire. Ben, si c'est un prestataire, on a un contrat de prestation. J'imagine que dans le contrat, on a prévu les conditions de la résiliation du contrat. Dans tout contrat, on a la résiliation qu'est-ce qui a été dit, de quelle manière le contrat se terminait. Et puis, si on ne l'a pas prévu, eh ben, on discute avec l'auto-entrepreneur pour dire de quelle manière on fait un avenant pour dire, ben voilà, on met fin au contrat maintenant ou dans un mois. Voilà. Hein. Je pense que c'est ça, parce que les auto-entrepreneurs, comme on appelle les micro-entrepreneurs, on les retrouve parfois dans les équipements de quartier, ils viennent faire parfois des interventions, même s'il faut se méfier, rappelez-vous, hein, risque de requalification en emploi salarié. Bon, peut-être que ça recoupe cette question, je ne suis pas sûr, mais voilà comment j'y réponds avec ce que je comprends. Au besoin, je vous invite à repréciser votre question, quitte à ou éventuellement m'appeler par la suite, demain ou la semaine prochaine, si vous n'avez pas eu votre réponse et si vous êtes en mesure de repréciser votre question. C'est un plaisir que j'essaierai d'y répondre. J'ai aussi cette question-là, alors là, c'est de la part d'une salariée qui se verrait, donc qui accepterait une diminution de son volume horaire et donc une diminution de sa rémunération. Peut-elle prétendre à des aides et notamment du côté de Pôle emploi, par exemple? Alors oui, c'est une question que l'on pose. Le chômage, il est total. On ne peut pas être mis au chômage partiellement. Tant que le contrat n'est pas rompu, je ne peux pas aller au Pôle emploi. Et c'est un peu paradoxal parce qu'on pourrait dire, mais idéalement, je comprends que l'employeur me réduit mon activité,
mais j'aimerais pouvoir m'inscrire au Pôle emploi par ailleurs pour pouvoir bénéficier d'une aide complémentaire. Malheureusement, le Pôle emploi, alors certes, si je suis à temps partiel et que je n'ai pas assez de travail, je peux m'inscrire au Pôle emploi, mais l'indemnisation du Pôle emploi découle de la fiche Pôle emploi que l'on fait à la fin du contrat. Et la réduction du temps de travail ne permet pas de faire une fiche Pôle emploi. Donc, je ne vais pas pouvoir être indemnisé par le Pôle emploi. Donc, effectivement, il n'y a pas beaucoup de solutions. Je comprends une salariée qui dit bah, pour sauvegarder mon emploi, j'accepte de réduire, mais malheureusement, le Pôle emploi ne va pas intervenir pour compenser. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas ce type de dispositif. Par contre, on pourrait être sur l'activité partielle, attention. Je pourrais très bien dire je peux t'assurer qu'une partie des cours, là, pendant les mois qui viennent, et en compensation, je te mets en activité partielle. Et puis, quand ça ira mieux, tu reviendras. Et du coup, je suis pris en charge au titre de l'activité partielle. On est d'accord que l'activité partielle, c'est, comme dit le terme, partiel. Ce n'est pas forcément un arrêt total. C'est bien une alternative au licenciement. C'est bien une manière de compenser une partie du salaire d'un salarié qui n'exécute plus totalement ses heures. Et là, on n'est pas sur la modification du contrat, on est simplement, bah, écoute, tu avais 30 heures, je ne peux plus te faire travailler que 10, mais les 20 heures que tu ne fais pas, tu vas recevoir, je vais compléter ton salaire et moi, je vais bénéficier du remboursement partiel de l'État. Ça sert à ça, l'activité partielle, justement. Bien, merci pour ces précisions. Je pense, bon, j'ai fait un petit peu le tri, on n'a pas posé toutes les questions qui m'ont été adressées en amont, parce que c'est vrai qu'il y en a quand même, pas dit une fois, mais pas mal de questions qui traitaient de l'équilibre budgétaire, à savoir est-ce qu'on va avoir des aides parce que on a été un petit peu secoué. Je pense qu'il faudra tous être vigilants sur les choses qui seront faites en ce sens. Petite précision. Alors, j'aime pas faire cette précision-là, et pour autant, c'est nécessaire. En repartant de l'idée de la loi de 1901, je ne peux passer à côté de cette précision. Une association, c'est avant tout le souhait de certaines personnes, à partir de 2 personnes, de se réunir quand on a un projet commun. C'est-à-dire que dès le départ, on sait qu'on va peut-être, si on décide d'avoir des salariés, et une grosse activité, on va s'exposer à des risques économiques de la même façon qu'on va exposer une entreprise privée à but lucratif peut aussi être exposée à des risques économiques. Donc, il ne faut pas tout attendre. C'est un petit peu dur ce que je vais dire, mais il ne faut pas tout attendre de la puissance publique pour ce qui concerne les associations. Je ne porte pas la voix du gouvernement loin de là. Mais par contre, il ne faut pas tout attendre des subventions. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, Dominique, effectivement, si à un moment l'équilibre se faisait sur la base de 20 adhérents pour payer le prof et que demain on peut en accueillir que 10, eh bien oui, effectivement, il va peut-être falloir envisager d'augmenter la cotisation, d'augmenter l'adhésion, d'augmenter le prix de la prestation qu'on vend à nos adhérents. Voilà. Je comprends les inquiétudes de chacun. Qui sont aussi les nôtres, puisque nous aussi, nous sommes une association. Donc, effectivement, il y a quand même cette problématique économique, et on entend, moi je l'entends tous les jours, ben oui, mais on est déjà, on le fait, c'est déjà bien. Voilà. Oui, mais ça n'exonère pas de certaines responsabilités, et notamment quand on touche aux équilibres budgétaires. Donc, fatalement, ça passera certainement une première solution en interne, de dire effectivement, nous, il faut d'abord qu'on trouve des solutions en interne. Et oui, si on peut bénéficier d'aides qui auront été prévues dans ce cadre-là, oui, bien sûr qu'il faudrait essayer de les avoir, ces aides-là. Mais avant tout, moi, ça me paraît important d'expliquer aussi aux adhérents, notamment de vos associations qui sont, et je l'entends aussi tous les jours, qui sont peut-être parfois devenues des associations de consommation. Il n'y a pas de vie associative, simplement je dépose mes enfants à 14 h au judo et je reviens à 17 h et je ne m'occupe pas de l'association. Et je pense que c'est ce discours-là qu'il va falloir développer aussi auprès de ces adhérents-là en disant, voilà, il faut qu'on fasse la différence entre une association et une salle de sport privée, typiquement. Voilà.
je pense que ce discours-là, il va être important et l'argumentaire, il va être important pour vous de le développer, pour expliquer que oui, c'est notre choix que de faire de la gym, de la peinture, je ne sais quoi. Si à un moment l'équilibre budgétaire, l'équilibre économique de notre activité qu'on a choisi de faire est mis à mal, c'est aussi à nous de réfléchir en interne. Est-ce que du coup, la première solution, c'est pas d'augmenter la cotisation? Voilà. En fait, ça me semblait important de le dire parce qu'il y a vraiment de nombreuses questions. À vrai dire, c'est presque pratiquement le trois quarts des questions. C'est est-ce qu'on va avoir des aides? On comprend l'inquiétude, hein, mais par contre, effectivement, l'aide, il va d'abord falloir la chercher, je pense, en interne. Il y a des questions qui sont arrivées depuis, je reviens sur les protocoles, est-ce que les consignes données par le directeur de la salle peut être plus dures que les consignes données par le préfet? Alors, donc chacun doit déterminer ce qui lui paraît raisonnable. Je pense par exemple à ce qu'on appelle la jauge. Quand quelqu'un vient dire dans cette salle, je considère qu'il ne peut pas y avoir plus de tant de personnes, c'est effectivement la responsabilité du propriétaire de la salle. Maintenant, le gouvernement recommande de ne pas aller plus loin que ce que le protocole exige. Mais le protocole, il laisse quand même beaucoup de marge de manœuvre à chaque personne, et notamment le préfet, peut fixer des règles plus strictes. On le voit même dans certaines villes. Quand vous voyez, alors je pense même à des communes, quand une commune décide d'imposer le port du masque dans telle partie d'une ville, ben, elle fixe des règles plus strictes que le gouvernement. Donc, effectivement, on peut avoir des règles plus strictes. Et puis, je faisais même la déclinaison. Chaque propriétaire de salle, d'établissement, peut fixer ses règles. Alors après, à quel moment ça devient plus dur et trop strict et abusif? Après, c'est au cas par cas. Par exemple, il a été considéré qu'était abusif parce que trop intrusif sur la vie privée, le fait d'imposer à chaque personne qui rentre une prise de température. Bon, on a dit non, on n'a pas le droit de faire ça. Bon, donc, au cas par cas, il peut y avoir des situations abusives. Mais oui, le préfet est en droit de prendre des mesures dès lors qu'elles sont proportionnées à ce qu'il pense être la pandémie sur son secteur. Oui. Merci pour ces précisions. Et le directeur de salle, bien sûr, peut aller plus loin aussi s'il considère que c'est nécessaire. Mais bon, voilà, vous voyez, chaque niveau peut décider d'une règle un peu plus dure du moment qu'elle ne devient pas abusive. Et là, c'est vraiment au cas par cas. Alors, pendant le confinement, nous n'avons pas remboursé nos adhérents et nous avons payé nos salariés. Pour cette année, sera-t-il possible de demander l'activité partielle? Je pense que oui. Oui, oui, pour l'instant, on continue à demander l'activité partielle, bien sûr. Il n'y a pas de raison. Hein. Sous réserve de tout à l'heure le cumul subvention et activité partielle, dont on verra ce qui se passera. Mais oui, je continue. Si je ne peux pas faire travailler un salarié ou le travailler que partiellement. Alors, pendant combien de temps le salarié peut-il bénéficier du chômage partiel en cas de réduction d'horaire? Il me semble que c'est 6 mois, sauf pour la longue durée. Alors pour l'instant, on a le chômage partiel est ouvert pour 6 mois. Alors on arrive au terme des 6 mois pour ceux qui ont ouvert au mois de mars. Donc après, on va voir si le gouvernement ouvre une autre fenêtre ou si on bascule dans l'activité partielle longue durée. Pour l'instant, les deux continuent à cohabiter. Donc on continue à être sur le chômage partiel classique qu'on connaissait. On va voir si on bascule obligatoirement sur le chômage de longue durée. Je ne suis pas convaincu, il faut voir. Là, je n'ai pas d'informations. Pour l'instant, les deux dispositifs cohabitent. Comprenez bien, on avance avec les informations que l'on a et il faut s'attendre à ce que les informations évoluent. Parce que bien fort est celui qui peut prévoir ce qui va se passer dans un mois, dans 2 mois. Au mois de juillet et au mois d'août, qui allait nous dire que oui, nécessairement, la deuxième vague allait arriver là, dès mi-septembre. Et voilà.
Donc, voilà, il faut s'attendre à ce que les textes continuent à évoluer. Nous, d'ailleurs, lors de nos échanges qui avaient eu lieu de mémoire le 24 juin, je crois, un petit peu avant, quand on avait proposé une visioconférence, c'était comment tu dis le 24 juin, ouais. On était bien plus optimiste que ça et qu'on avait on était plutôt vers un retour à l'activité entre guillemets normale sous conditions, mais on ne voyait pas le tableau aussi noir que ça, loin de là. Une question du Gouren. En cas de liquidation d'une association, comment sont gérés les fonds? Alors, les fonds, j'imagine, s'il reste de l'argent, j'imagine que c'est ça, Oui, parce que, oui. voilà, deux solutions dans la liquidation. Si je suis en liquidation volontaire, amiable, comme j'ai dit tout à l'heure, et que j'ai ce qu'on appelle un boni de liquidation, c'est-à-dire après avoir payé toutes les dettes, y compris les dettes sociales, le licenciement, etc., il me reste de l'argent, eh bien, il faut que j'aille voir dans mes statuts qu'est-ce que j'ai prévu. Parce que sans doute que j'ai prévu vers où irait cet argent, généralement vers une autre association. Et si je ne l'ai pas prévu dans mes statuts, ben, ce n'est pas embarrassant. Il suffit que dans mon assemblée générale extraordinaire qui va décider de la liquidation de l'association, j'indique vers où ira le boni de liquidation. Mais on est d'accord qu'il va, alors il pourrait aller à la caisse de consignation, mais ça serait peut-être plus intelligent qu'il aille vers une autre association. Euh, en tout cas, on décide et il est bien clair qu'il ne va pas dans la poche des adhérents. Tout ça, c'est bien clair. Hein. Donc, c'est à l'Assemblée générale extraordinaire de déterminer vers où va aller ce qu'on appelle le boni de liquidation. Peut-on cumuler les cotisations et l'activité partielle si reconfinement? Il faut traiter la question. Eh bien, alors, les cotisations, ça veut dire faire payer les adhérents. Généralement, j'adhère à une association. Alors, si j'adhère à une association plus comme un consommateur, entre guillemets, c'est-à-dire parce que comment dirais-je, j'y vais pour avoir des cours de natation, des cours de chant, enfin, etc. Bah, évidemment, et que ces cours n'ont pas lieu parce que mon salarié est en activité partielle, ça paraît paradoxal de demander aux personnes de payer alors qu'ils ne vont pas avoir la prestation pour laquelle ils ont payé. Si par contre c'est une cotisation, une adhésion à une association, comme on a pour toutes les associations, il n'y a rien qui empêche, évidemment, ne serait-ce que pour être membre, il faut être cotisant. Donc, sauf là encore, avoir une décision de l'Assemblée ou du CA qui réduirait la cotisation sur l'année, il n'y a rien qui empêche de percevoir la cotisation. Hein, mais peut-être qu'il y a peut-être plus de subtilité derrière cette question et que je ne perçois pas peut-être les nuances. Alors, est-ce qu'on aurait perdu Étienne? Alors, je lis une autre question, j'en profite. Les membres du bureau se retrouvent sans cours, donc le bureau n'a plus assez de membres. Ah, alors c'est peut-être pas le bureau, parce que un bureau, généralement, c'est 3 membres, un trésorier, un président, un trésorier, un secrétaire. Cela dit, une association fonctionne dès lors qu'on est au moins 2, même si tous les postes ne sont pas pourvus. Maintenant, si c'est vraiment si restreint que ça, je ne sais pas s'il n'y a plus personne. Je crois qu'il faut différencier la notion de cours et la notion d'adhésion à une association. Je suis membre d'une association et j'ai une cotisation peut-être réduite. Et puis par ailleurs, je peux aussi effectivement être dans l'association parce que je pratique un sport ou une activité. Maintenant, s'il n'y a plus personne, il faut décider effectivement peut-être
soit se mettent en sommeil, mais le président reste le président, hein, ou la présidente. Hein. Donc, comme le disait Étienne tout à l'heure, attention, la responsabilité du président reste, c'est lui le responsable. Donc, soit on prend la décision de dissoudre l'association, soit on reste en sommeil. Bon, j'ai peut-être pas assez d'éléments pour répondre complètement à cette question. Alors, je vois que Nathalie pose une question. Nous venons de commencer l'activité et nous avons une personne positive. Nous avons respecté le protocole. Qui doit-on prévenir? Toutes les personnes étant en cours avec elle et toutes les personnes de tous les cours dans la même salle. Alors, dès lors que quelqu'un est positif, vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit l'importance du traçage. Je dois informer toutes les personnes qui ont été en contact avec elle afin qu'ils aillent se détecter et qu'ils soient, le cas échéant, comment dirais-je, qu'ils s'isolent le cas échéant. Mais là où je n'ai pas la réponse, c'est la personne avait-elle un masque ou pas? Parce que vous vous rappelez qu'on est considéré comme cas contact que dans la mesure où on n'a pas une protection. Le fait que quelqu'un ait le Covid, mais dans la mesure où il avait un masque, cette personne, les autres ne sont pas considérés comme cas contact. Ça ne les empêche pas d'aller se détecter, de se tester, mais ils ne sont pas qualifiés de cas contact. Alors, pas de masque. Alors voilà, pas de masque pendant le cours. Bon, cas contact. On est sur des cas contacts. Donc, j'informe. Et s'il y a vraiment beaucoup de gens, ça peut être intéressant de prendre contact avec l'ARS. Parce qu'on pourrait avoir ce qu'on appelle un cluster. On pourrait avoir. Donc, l'ARS va vous guider dans ce qu'il faut faire. Hein. Mais déjà, si vous avez la liste des personnes, en tout cas, il est très important que les personnes soient informées, qu'elles se détectent et qu'elles s'isolent. Moi, ce que je ferais, c'est que je prendrai contact avec l'ARS pour l'informer et l'ARS va vous guider dans ce qu'il y a lieu de faire. Alors après, le fait qu'il y ait eu des cours dans la même salle, alors là encore, on tombe sur le protocole. Quel est le protocole de désinfection ou d'aération de la salle, hein? Le protocole sanitaire, si vous le lisez, vous verrez qu'il faut aérer les salles quand on peut les aérer. Après, bon, ça dépend évidemment, la gym, on transpire, mais on est beaucoup plus, la transmission virale, elle est quand même beaucoup plus aérienne que manuportée quand même. Hein, voilà, la salle était aérée. Bon, malgré tout, il pourrait y avoir le déclenchement d'un cluster. Si une personne est contaminée, ça mérite de prendre ça au sérieux. Hein, et donc de retracer toutes les personnes qui ont été en contact. Et l'ARS va vous aider à faire ce travail-là et vous dire ce qu'il y a lieu de faire. Très bien, vous avez prévenu l'ARS. Très bien. Alors, est-ce que les tests sont gratuits? Oui, les tests sont gratuits pour l'instant. Alors après, c'est le délai. Hein. Plus vite on se teste, plus vite on a le résultat. Et plus vite, du coup, on sait si soi-même, on n'est pas un cas qui a pu déclencher d'autres cas. C'est pour ça que quand on est un cas contact, ça ne veut pas dire qu'on est soi-même positif. Hein. Un cas contact, c'est quelqu'un qui a été en contact, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Hein. D'ailleurs, le support que je vous ai montré là, je vais le transférer tout à l'heure à Étienne qui pourra vous le diffuser. Donc, en tout état de cause, si j'ai été cas contact, je me teste. Et après, les résultats diront si j'étais effectivement, si moi-même je suis atteint ou pas. Alors, Nathalie pose quelles sont les démarches. Les démarches, si vous les avez faites, vous avez prévenu l'ARS.
ça veut dire que l'ARS vous a peut-être donné les démarches. Mais la démarche, de toute façon, elle est d'informer. Quelles sont les démarches pour les tester? Rien. Vous allez vous tester, vous allez dans un laboratoire d'analyse, tout simplement. Hein. Et surtout, moi, la démarche qui m'importe, c'est d'informer individuellement toutes les personnes qui sont devenues des cas contacts. Ah, je vois que voilà. Il y a 2 personnes en salle d'attente. Peut-être que c'est Étienne, donc je vais l'admettre. Voilà. Étienne qui revient. Alors, je vois Nathalie dit il y a 50 personnes à prévenir. Ben oui, il y a 50 personnes à prévenir. Je comprends que ça soit, oui, que ça soit compliqué, mais il faut le faire. Voilà, Étienne, vous étiez parti. J'ai continué à répondre aux questions. Merci beaucoup, je m'excuse. Vous m'entendez là? Oui, on vous entend, tout à fait. On a eu une petite coupure Internet, visiblement. Ah ben. Alors, je vois qu'il y a une question. Nous proposons un cours de Zumba dans une salle communale sans aération possible, enfin sans aération, sans déclencher une alarme incendie. 16 personnes dans la salle pouvant contenir 60 selon le protocole de la commune. Nous avons signalé en mairie cette problématique qui n'a pas de solution. Quelle responsabilité? Ben, c'est compliqué, effectivement. Si la mairie dit qu'on peut contenir 60 personnes, alors c'est vrai que 60 personnes en version assise, ce n'est pas pareil que des personnes qui nécessairement s'agitent pour faire un cours de Zumba. C'est de votre responsabilité de dire si vous considérez qu'à 16, malgré tout, et sans aération, c'est possible de faire un cours de Zumba. Vous n'avez pas de solution, sauf à vous dire la mairie nous autorise et on n'a pas dépassé le seuil de 60. Bon. Là encore, on va pas vous. La responsabilité pénale, elle est quand même extrêmement limitée. Il faudrait, pour que la responsabilité soit engagée, il faudrait que quelqu'un soit malade, qu'il rapporte la preuve que ça s'est passé, qu'il y a un cluster qui s'est déclenché chez vous au moment des cours, qu'il ait des conséquences médicales très fortes et qu'il puisse vous rapporter la preuve que vous n'avez pas respecté des mesures de protection. Alors, c'est vrai que je ne vous cache pas que dans certains cas, j'ai eu des associations, par exemple, qui m'ont dit on avait envisagé à la rentrée de se retrouver, on a décidé d'annuler. Donc, certaines associations, dans certains cas, annulent des rassemblements. Si vous pensez que 16 personnes dans une salle qui n'est pas ventilée, ce n'est pas raisonnable, eh bien, vous annulez. Je n'ai pas d'autre solution à vous proposer. C'est à vous de mesurer. Hein. Je vous garantis qu'un certain nombre d'associations, dans des rassemblements de rentrée, hein, ou même des sorties à l'extérieur, ont décidé d'y renoncer pour éviter que les personnes s'exposent. Donc, difficile de répondre à votre question. Je comprends bien que les personnes qui bougent pendant 1 heure, même si on peut accueillir 60 personnes dans la salle, peut-être qu'à 16, peut-être qu'on va dégager beaucoup de transpiration et surtout expirer beaucoup d'air. Et évidemment, j'imagine qu'il n'y aura pas de masque. Difficile de répondre à votre question. Alors, la distance entre les enfants de 6 à 10 ans est ingérable, mais c'est le même problème dans les écoles primaires, oui, effectivement. Oui, sauf que vous me parlez quand on parle de Zumba, ça veut dire que les gens vont bouger dans un cadre fermé. C'est pas pareil que d'être assis avec une distance. C'est ça la difficulté. C'est si on bouge, on va respirer beaucoup plus fort. Vous comprenez que la diffusion virale, c'est d'abord une diffusion aérienne. Donc,
plus je m'essouffle, plus je bouge, plus je diffuse. Donc voilà. Et quand on est assis dans une salle, même avec une distanciation, alors j'entends bien pour le primaire, mais sinon, port du masque. Bon, on a vu que pour le primaire, c'était pas, pour l'instant, c'était plus nécessaire. Je ne peux pas vous dire qu'est-ce qu'il en est pour. Bon. Bien, je crois qu'on commence à s'éloigner un petit peu du sujet, même si ça en fait partie. Nathalie nous demande si le diaporama sera à disposition. Bah, ça Donc dépend. je vais l'envoyer ce soir. Hein. Je vous l'envoie ce soir. D'accord, donc je peux le vendre après. On est bien d'accord, c'est ça? Tout à Je fait. mettrai, je fais un petit mail à tout le monde demain, à tous les inscrits, de ce soir, en envoyant quelques informations. Et comme d'habitude, on va mettre le diaporama effectivement à disposition sur le site internet du CRIB. Et on mettra aussi la vidéo pardon, de l'ensemble de l'intervention de Dominique. Dominique, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Euh, je dirais simplement à chacun, restez en veille sur les informations réglementaires, parce qu'il va y en avoir, je vous disais par exemple pour les écoles, les parents qui doivent garder leurs enfants à la maison, on n'a pas encore le texte. Donc restez en veille, les choses vont continuer à évoluer. Si j'avais un conseil, c'est celui-là. Merci beaucoup de votre participation à tous. Merci Dominique pour ces apports qui visent à éclairer. Et donc c'est vrai que c'est ce que vous dites, mais je vous rejoins. C'est vrai que c'est complexe. On est conscient de toutes les inquiétudes de chacun. Et c'est d'autant plus complexe que ça évolue vite et ça évolue presque tous les jours. Donc effectivement, rester en veille. Nous aussi, on fait un gros travail de veille de notre côté. C'est pas évident. Rendez-vous alors au mois de novembre pour faire la publicité du prochain jeudi de l'info. Je reviendrai vers vous en temps voulu et on traitera du RGPD, donc, qui est un vaste sujet aussi. Mais je reviendrai vers vous pour annoncer tout ça en temps et en heure. Je crois qu'on va pouvoir arrêter par là. Merci beaucoup et donc à très bientôt. Bon, merci à tous. Donc, c'est moi qui vais mettre fin à cette présentation. Je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis sans doute à bientôt. Au Certainement. revoir. Merci.